Salut Mickaël, Salut Anis, comment tu vas? ça va très bien, merci et toi? Eh ben, très très bien, je te remercie. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et en particulier, on va parler d'une application que tu as développée, puisque dans notre podcast, nous mettons à l'honneur les initiatives entrepreneuriales, solutions d'entreprises françaises qui développent de l'intelligence artificielle au sein de leurs solutions, de leur activité, de leurs services. Et donc, toi, tu as créé une application qu'on utilise d'ailleurs au quotidien qui s'appelle Scriptcast. Et tu vas nous en dire un peu plus durant ce podcast. Mais peut-être juste avant de démarrer, Michael, moi ce que j'aime bien et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est justement que les entrepreneurs nous racontent un petit peu leur parcours. Et donc en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours entrepreneurial? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Michael, j'ai 40 ans à peine, ça se voit pas. J'ai 40 ans, ça j'ai du mal à l'avaler, ça c'est la pilule qui dure à avaler quand on aime bien, jouer justement avec toutes ces IA et cetera qui sont très passionnantes et qui sortent tous les jours. Donc, j'aurais aimé avoir 20 ans, aujourd'hui pour pouvoir, vraiment pratiquer beaucoup plus ce genre d'outils-là, parce que forcément quand on travaille à côté, on a moins de temps pour, aller geeker en profondeur ces outils-là. J'habite à Lille, j'ai une formation initiale plutôt orientée, technicien bureau d'études et j'ai fait une école d'ingénieur sur le tard à 31 ans. C'est suite à cette école d'ingénieur-là, en fait, que j'ai découvert le no-code pour des besoins d'un projet entrepreneurial que je devais faire, pour le diplôme et j'ai découvert le no-code à ce moment-là, orienté, web app, donc création de web applications et ensuite, avec le métier que j'ai fait juste après, donc sales, commercial, B2B pour un logiciel, j'avais des méthodes de travail qui me permettaient pas de tout faire à la main, donc j'ai dû automatiser des tâches et c'est là où j'ai découvert le no-code orienté automatisation et Ah ouais, depuis, donc je fais du no-code. d'accord, donc tu as vraiment, ça c'est par contre, c'est un point que je n'avais pas relevé dans nos échanges. C'est quoi? Tu as démarré effectivement très, très tôt en fait finalement, puisque le no-code, on va dire, explose plutôt, on va dire, ces derniers temps. Mmh. En tout cas au sens de la démocratisation de ces outils. Couplé à l'IA, on en parlera. Mais toi, tu as démarré effectivement, assez jeune et puis dans ton parcours, à ce que je comprends, c'est que tu as été, ingénieur, puis tu es revenu aux fonctions, commerciales et tu reviens finalement à tes premiers amours, plutôt aux activités de développement, et notamment en no-code également. C'est ça, exactement et donc j'ai découvert moi le no-code en école, donc avec Bubble et c'est vraiment la pratique de Bubble qui m'a ouvert les chakras sur les possibilités de pouvoir créer des outils et des applications, sans savoir coder. Parce que j'avais toujours voulu savoir coder, mais sans jamais avoir pris le temps d'avoir à apprendre les langages, de programmation et après quand j'ai été sales, j'ai d'abord vu qu'on pouvait automatiser, 1re chose, la prise de rendez-vous avec, des liens type, Calendly et ensuite avec des automatisations, donc les fameux workflows dans les CRM HubSpot, où on peut faire des choses dans HubSpot en fonction des leads qui arrivent sur un site, des leads qui répondent à un mail et cetera. Les premières automatisations que j'ai faites, c'était avec ça, puis avec Zapier, puis avec Integromat qui est devenu Make et aujourd'hui N8N. Alors, c'est super passionnant. On va aborder, en fait, les sujets en 2 temps. On va d'abord parler, de Scriptcast et puis on parlera ensuite d'automatisation dans un second podcast et effectivement, on rentrera dans le détail puisque c'est un sujet passionnant et assez, aujourd'hui qui concerne et qui touche un certain nombre de fonctions dans l'entreprise, un certain nombre de personnes qui souhaitent se lancer également, qui a une puissance assez importante et en couplant en plus ces activités à l'IA, on décuple en fait les capacités de pouvoir développer, des applications, automatiser des process et autres. Alors, du coup, super parcours avec je crois que tu as alterné entre salariat et puis Mmh. entrepreneuriat. Et là, en fait, là, tu es en activité toujours entrepreneuriale, à la fois avec ton activité et ta solution Scriptcast et puis d'autres activités autour du no-code. C'est ça, exactement, oui et donc je Alors, suis freelance depuis 2023. OK, bon, bah, très bien et on reviendra sur cette deuxième activité, que tu as. Alors, moi, je voudrais me concentrer sur Scriptcast parce que c'est une solution qu'on utilise et si j'ai voulu, t'interroger, c'est justement, un petit peu ce que j'ai trouvé super intéressant. C'est que justement, comme tu l'as dit, c'est une solution, que tu vas nous expliquer, mais que tu as développée justement en no code et que nous, on utilise au quotidien et qui fonctionne très, très bien.
Et c'est vrai que, ben, quelque part, on le voit, c'est une solution en mode SaaS, en mode abonnement et sur lequel bah, tu as un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, ça m'a aussi, moi, ouvert les yeux sur la possibilité de pouvoir ouvrir et développer des applications sans forcément être un codeur fou, expérimenté. Et donc, alors peut-être juste pour qu'on comprenne ce qui est Crypticast, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ta solution? Ouais, alors c'est un outil développé en no-code, basé sur l'IA, qui permet à tout podcasteur ou passionné de podcast, dont c'est le métier ou pas, de pouvoir transcrire des épisodes de podcast pour en tirer un maximum et générer des contenus additionnels, pour en faire la promotion et améliorer la découverte des podcasts à travers des contenus type, résumé, mais aussi des posts LinkedIn, par exemple, et donc d'avoir plus d'auditeurs. Alors, c'est exactement ce que nous, on utilise quand on fait nos podcasts. Eh bien, on intègre effectivement Scriptcast, enfin, notre podcast dans Scriptcast. Et effectivement, ça va décliner un certain nombre de supports. On va en parler. On fera une petite démo d'ailleurs à ce sujet. Alors, juste, comment t'es venu avant tout cette idée de développer une solution pour les podcasteurs? Bah, elle est directement liée au fait que j'ai dû apprendre à utiliser des outils no-code parce que j'étais passionné par ça, mais j'étais bloqué, par un plafond de verre. Donc je me suis formé en bootcamp sur Bubble chez Otto et pour cette formation, j'ai dû développer, une marketplace. C'était le sujet sur 3 semaines. À la fin des 3 semaines, il faut être autonome et développer sa propre marketplace, la mettre en ligne avec un système de paiement et cetera, et c'était une marketplace orientée, podcast déjà, avec, des gens qui venaient chercher des services pour, les aider à la production, à la post-production de leur podcast. Donc le mixage, le montage audio, la création graphique et la création de contenu, dont les transcriptions, la création de résumés et cetera. Donc ce sont des personnes physiques qui écrivaient. Moi-même, j'avais mon propre service hébergé sur ma propre marketplace et donc je l'ai fait pendant un certain temps et j'ai arrêté parce que je trouvais, plus, plaisant d'écouter des podcasts pour le plaisir en voiture que d'être derrière son bureau à prendre des notes et à créer des transcriptions. Donc j'ai arrêté et on m'a dit: «Tiens, ça serait bien que tu puisses trouver, bah, un remplaçant» et ce remplaçant finalement, on pourrait peut-être le faire via des systèmes de speech to text, des outils à l'époque qui existaient mais qui marchaient bien sur des supports audio anglophones mais pas forcément francophones. Et on me disait aussi: «Tiens, ça serait bien de pouvoir créer des contenus». On a entendu parler, d'une application qui s'appelle GPT. Alors c'était une API, il y avait pas encore l'interface ChatGPT, c'était juste l'API et donc j'ai regardé un petit peu, mais je comprenais pas trop et finalement, j'étais encore débutant aussi dans le no-code, donc je l'ai mis un petit peu de côté et c'est quelques mois plus tard où j'ai, su comment mêler les choses ensemble, créer des applicatifs avec des API, que je me suis dit: «Tiens, ça serait peut-être le moment de créer quelque chose de plus sympa qu'une marketplace». Parce qu'une marketplace, c'est compliqué, il faut trouver à la fois, ceux qui en ont le besoin, mais ceux qui proposent aussi des services. Moi, je veux créer, un SaaS pour faire des revenus passifs. En tout cas, c'était mon ambition et avec un système d'abonnement et cetera. Donc comme le sujet podcast m'intéressait beaucoup, je me suis dit: «Je vais continuer à aller dans ce milieu-là et qu'est-ce que je vais faire?» Bah, je vais créer un applicatif qui permet de créer des transcriptions et de générer des résumés et des posts LinkedIn. Ça, c'était la base. Transcription, résumé, post LinkedIn, c'était les 3 contenus que je voulais, pousser via l'IA sur, cette application SaaS. Oui, qui effectivement, quand on est podcasteur, on ne se rend pas compte, mais c'est en Mmh. effet, ça prend énormément de temps, de faire, au-delà de la partie préparation, captation, de ensuite faire toute la partie montage et effectivement, de décliner la transcription qui va avec, de pouvoir créer ses supports et puis, faire connaître directement son podcast et là, c'est vraiment un accélérateur finalement de post-production et de diffusion quelque part de son podcast, sur différentes plateformes. Alors juste cette idée, qui t'est venue, enfin, alors, Scriptcast, j'imagine, n'est peut-être pas le seul, acteur, du marché. Comment tu te positionnes par rapport aux autres? Qui sont les autres acteurs, qui proposent, des solutions? Alors moi, quand j'ai eu l'idée, enfin quand j'ai eu mes premiers feedbacks utilisateurs de la marketplace qui m'ont dit: «Tiens, ça serait bien qu'on ait ça» et cetera, eux ne trouvaient pas de produit ou ils n'en connaissaient pas. Donc moi, quand j'ai créé Scriptcast, pour moi, j'étais tout seul et c'était le cas en France, j'étais tout seul, et quelques semaines après, 2 semaines après mon lancement, quelqu'un sur Twitter m'a dit: «Tiens, bah, moi j'utilise ça, ça ressemble, est-ce que tu peux regarder?» et cetera. Donc c'était quelqu'un qui avait créé ça, la même chose mais de manière, anglophone, on va dire, à l'international et qui l'avait lancé 6 mois avant moi. Donc j'ai été suivre cette personne sur Twitter. Il s'avère que je la connaissais, de loin, parce que c'est un podcasteur, donc je la connaissais. C'est aussi un développeur et finalement, elle avait créé son propre produit pour son propre besoin, mais 6 mois avant moi et c'est un produit,
que cette personne faisait en build-in public. Donc, elle partageait ses aventures, elle partageait ses chiffres, son MRR, donc les revenus récurrents qui tombaient tous les mois. Et je voyais que ses revenus montaient et grimpaient bien. Et je me suis dit, bon, c'est bon, là, j'ai la bonne idée. Le produit, on est en plein dans le product market fit. Le produit fonctionne, c'est l'ère de l'IA, donc je vais me lancer. Et donc j'ai vraiment fait ça de manière proactive, en voulant aussi attaquer à l'international. Donc le produit était en anglais, et cetera. Et finalement, on m'a dit: «Mais non, il faut que tu le laisses en français parce que nous, l'anglais, on ne comprend pas. Tes contenus que tu génères, ils sont beaucoup plus propres en français que ceux du concurrent ou d'autres concurrents». Donc j'ai découvert des concurrents au fur et à mesure, mais pas au début quand je me suis lancé, c'était vraiment après. Et j'ai décidé de revenir sur mes pas et de me dire: «OK, je vais me focus sur le marché français. Vu qu'il y a des concurrents, ça sert à rien d'aller les attaquer en frontal. Je vais me focus sur le marché français, faire un produit français pour des podcasts français et je vais pas m'attaquer à des langues portugais, espagnol, allemand et cetera». Donc aujourd'hui, je propose juste le français et l'anglais. OK. Super. Alors juste, peut-être que pour expliquer un petit peu justement, alors ton idée, tu étais parmi, quelque part aux prémices de et aux avant-gardes de ce type de solution. Si tu devais faire cette même application en développement, si tu devais comparer le temps, que tu as mis entre le fait de la développer en no code et le fait de la développer, from scratch dans un développement dur, classique, est-ce qu'il y a une différence? Quel est l'avantage justement, de l'avoir fait en no code versus, de faire un développement, from scratch? Bah, déjà, l'avantage premier, c'est que ne sachant pas coder, j'aurais pas pu le faire autrement. Mais si j'avais été développeur ou si j'avais eu des amis qui avaient ces compétences-là, bah, finalement, le fait de le faire en no code, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'aller vite et de pouvoir tester et d'itérer en fonction des retours qu'on fait, alors que du développement basique en code, normal, on va dire, c'est beaucoup plus long à mettre en œuvre et donc il y a une certaine inertie qui a du mal à être évitée quand on fait du code. Vraiment pour tester une idée et mettre sur le marché son produit le plus vite possible. Et surtout, bah, j'étais seul. Besoin de personne pour coder cette application, là où quand on est développeur, parfois sur ce genre de produit-là, il faut être plusieurs. Ouais, voilà, donc il y a une différence de rapidité d'exécution, de rapidité de mise sur le marché, de test et en même temps de budget. D'un point de vue, Ouais, forcément. budgétaire, il y a forcément nécessairement des impacts puisque tu peux le faire effectivement, déjà en équipe réduite, et effectivement, beaucoup plus rapidement. Super, c'est cool. Est-ce que tu peux nous faire, alors pour qu'on puisse matérialiser, puisque c'est quand même un produit, hein, dont on parle, est-ce que tu peux faire une petite démo à nos utilisateurs et nos auditeurs, pardon, pour qu'on puisse, visualiser? Donc je te Ouais, bien mets, ça sûr. y est, je t'ai mis en plein écran. Je te laisse, parler un petit peu et nous présenter, Ouais. les différentes fonctionnalités. Alors là, on est sur le site vitrine qui est lui-même fait en no code avec l'outil Framer. C'est pour ça qu'on voit le petit logo édité avec Framer en bas. Donc le site lui-même n'est pas codé, hein, c'est vraiment, un page builder qui m'a permis de faire ça. Le site ici explique comment ça fonctionne. En gros, c'est la proposition de valeur et quand on va se connecter, on arrive directement sur l'app, donc avec un sous-domaine qui est lui, l'hébergement de la plateforme développée avec Bubble, donc en no code et donc hop, on peut se connecter ici directement avec Google. Voilà, donc on arrive sur l'application. Très simplement, ici, on détaille étape par étape, il y en a 3. Comment faire pour, transcrire et générer ces contenus? Donc il y avait encore peu de temps, les liens YouTube qui étaient ici activés, je les ai enlevés parce qu'il y a un petit bug sur l'API qui me permet de transcrire les vidéos YouTube, mais ça Mmh. reviendra très vite. Donc la première chose à faire, c'est de mettre son audio, soit via un lien de téléchargement type, .mp3, de chez ton hébergeur, soit le fichier local que tu as, aussi en MP3 ou même les vidéos, hein. Donc le fichier ou alors le flux RSS et là, c'est mon outil préféré, c'est l'annuaire ici de flux RSS. Donc, toi, par exemple, ton podcast, est-ce qu'il est référencé sur des flux RSS? J'imagine que oui. Oui, C'est AI Academia? Academia, ouais, mais je sais plus s'il est, si enfin, Marianne qui s'en occupe. Tac, Academia. voilà. On Ouais, va regarder tout de suite si on le trouve. C'est collé comme ça? ouais. OK. Donc là, j'en ai un, Academia. J'ai le flux RSS qui remonte, je le copie, directement il est mis là. Je choisis la langue, comme je le disais, 2 langues ici, français ou anglais et souvent, bah, on est 2. Donc là, on met le nombre de personnes dans l'épisode, ici 2 la plupart du temps, suivant et on va pouvoir choisir un épisode. Si je prends, bah, le dernier, un gros 3 VS Claude 3.7, je vais générer mon contenu
Et là, on attend un petit instant, vraiment quelques minutes, c'est de l'ordre de 6 minutes pour une vidéo, ou un épisode d'1 heure. Et après, on va avoir sa transcription et on pourra, classer son épisode dans différents, podcasts si on en gère plusieurs. Souvent, ce sont des podcast managers aussi qui utilisent l'application, donc ils gèrent plusieurs clients, donc plusieurs podcasts, ce qui va permettre de les retrouver après dans leur liste d'épisodes sur la gauche. Et en attendant, du coup, on peut en faire d'autres et quand on revient, on aura la transcription. Ensuite, on pourra créer les différents, types Donc de contenus ici. première fonctionnalité, c'est, la transcription. C'est ça, OK. Donc là, si on transcription. passe, on va pas attendre 6 minutes Non, non, non. pour transcrire. OK, donc j'ai transcrit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ton épisode est transcrit, tu as ton équivalent en temps, en minutes qui est décompté de ton quota. Donc, tu as un épisode d'1 heure, 60 minutes te décomptera 60 minutes de ton quota de transcription, ici, directement inclus dans ton plan. Et après, tu as des crédits IA qui te permettent de générer des contenus additionnels. Et en gros, un post LinkedIn, c'est 1 crédit. Donc là, tu vois, j'en ai 250. Derrière, tu as rien d'autre à faire, c'est automatisé. Donc c'est vraiment, là, tu n'as plus qu'à attendre et tes contenus seront générés. Tu peux écouter ton épisode si tu veux en bot à un player pour le réécouter, si tu veux aller choper un moment précis, mais ça s'arrête là, quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, et donc donc ça te génère, un résumé du podcast. Ouais, Donc ça te génère un résumé du podcast, ça te génère, un article, de blog, ça te ouais, génère, un post LinkedIn, ou plusieurs, ouais. ou plusieurs, posts LinkedIn. Ça te génère quoi d'autre du coup? Ça génère aussi et moi ce que j'aime bien, c'est les moments forts, les moments clés qu'on verra ici juste après, que ça permet d'extraire vraiment les moments principaux d'un épisode, de les résumer en quelques lignes et un titre avec un emoji. Donc ça permet aussi de rebondir sur des idées qui ont été citées dans l'épisode. Donc là, tu vois la transcription, elle va arriver et je vais pouvoir générer ensuite déjà la transcription est là, très propre, dans un français quasi impeccable, sans faute Alors d'orthographe, quasiment pas. je confirme parce que Mmh. nous, c'est vrai que c'est assez impressionnant, dès qu'on l'a utilisé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu'on a souscrit, c'est qu'il y avait une qualité rédactionnelle qui était juste incroyable. D'ailleurs, tu nous diras un petit peu quelle est la stack technique derrière, qui se cache, enfin si c'est pas un secret industriel, Ouais. mais c'était vraiment, vraiment très, très propre. Enfin, c'est très propre. Merci. Donc là, par exemple, tu vois, je disais les idées clés, les moments forts d'un épisode. Si je veux les générer ici, j'appuie ici, ça me, déduit 2 crédits de mon quota. En attendant, je peux te montrer aussi que j'ai accès à des, fichiers type SRT ou WebVTT, donc les sous-titres pour faire du montage, où là, tu auras du coup la possibilité de faire caler, l'audio avec le texte. Et là, on a voilà, dans ton épisode, on a parlé de quoi? On a parlé de ces choses-là qui sont, résumées par un titre et quelques lignes à chaque fois. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Ça donne Ouais, des idées de contenu. Tu as le chapitrage qui est généré aussi. Donc là, qui est offert, le chapitrage, ça ne décompte pas de crédit. Tu as, les mots-clés, donc ça va te générer tous les mots-clés importants et secondaires qui te permettent d'être retrouvés plus facilement lorsque les utilisateurs font des recherches sur Apple Podcast ou, Spotify. Des idées de titres, tu as aussi la séparation des intervenants. Donc là, tu as la transcription complète en un bloc de texte, mais tu peux aussi faire la même chose avec les intervenants. Qui parle à quel moment et pendant combien de temps? Et ça, c'est très apprécié pour ceux qui font, de la translation, enfin la traduction de podcast, mais, en fait par les humains. Ils savent qu'à tel moment, telle personne a parlé pendant 8 secondes, donc il faut tenir le rythme aussi de 8 secondes sur une phrase qui en anglais est peut-être plus courte qu'en français. J'ai beaucoup d'utilisateurs qui utilisent cette application-là. Et après, tu peux renommer les intervenants. Tu vois, là, il y en a 2. Donc, ça peut être Anis ici, plus invité ici. ouais, Hop, donc invité. c'est quand même assez incroyable cette rapidité d'exécution qui enfin, si cette solution n'existait pas, enfin, ou plutôt je vais reposer ma question, combien de temps, quel est le gain, finalement de temps qu'on a en utilisant ce type de solution? Parce que toutes ces tâches que tu me cites là, ça prend un temps dingue. Bah, moi, quand je faisais ça à la main, donc pas des transcriptions intégrales, mais des prises de notes, vraiment bien détaillées, plus un résumé, ça me prenait 2 fois plus de temps que la durée de l'épisode. Parce qu'il faut l'écouter, il faut mettre sur pause, il faut savoir qui parle quand aussi sur le chapitrage, c'est important. Donc au moins 2 fois plus de temps que l'écoute d'un épisode et forcément le temps ça coûte cher, donc quand je faisais ça, en sous-traitance, ça coûtait cher, à mes clients. Donc là, tu vois, tu as un résumé complet avec un titre et le framework un peu marketing AIDA qui pose, voilà, ça attire l'attention, ça explique, ça donne de l'intérêt au sujet qui est exposé et puis ça te donne envie d'aller cliquer sur l'épisode, pour l'écouter. Avec des mots-clés SEO intégrés, ce qui permet que quand tu mets cette description-là à ton épisode dans un Spotify ou Apple Podcast, en tout cas, eh ben, il y a des mots-clés qui sont remontés quand tu as une intention de recherche et ces mots-clés sont ceux-ci ici, les mots-clés principaux et les mots-clés secondaires,
avec une petite explication effectivement de à quoi servent ces mots-clés ici. Donc tu vois, ça va très vite. Et ce que j'adore aussi, c'est les posts réseaux sociaux, par exemple Twitter ou LinkedIn. LinkedIn, tu vas pouvoir choisir un format ou un type de post. Donc, je sais pas moi, conversationnel ici sur le type de post, style inspirant, moins de 800 mots avec du tutoiement. Tu valides et automatiquement ton post va être créé et arriver ici. Et tu peux en générer plusieurs. Non mais attends, là, il va falloir que tu nous expliques maintenant un petit peu ce qui se passe derrière, parce que là, tu utilises, X fonctionnalités, Ouais. X, peut-être solutions, parce que finalement, on voit le process qui est quand même assez vaste, hein, assez important et comme tu dis, si ça te prenait 2 fois le temps, donc si on faisait un podcast d'1 heure, finalement, ça te prenait, ça pouvait te prendre 2 heures de plus, enfin 2 heures à minima pour pouvoir, faire ce type de production, voire plus, Ouais, voire 2 heures plus. quand on est, super aguerri, on va dire, à l'exercice, quoi. Super, bah, écoute, donc vraiment outil complet. J'imagine qu'il est en permanence en évolution, Ouais. en termes de fonctionnalité? En permanence, oui et non. En fait, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, donc il continue à évoluer, mais beaucoup moins vite, qu'avant. J'ai plein d'idées dans la roadmap, des choses pour la gestion des invités, enfin, il y a plein de choses, la collaboration, donc l'invitation et de monter des équipes aussi. Quand on est product manager, on a plusieurs clients, donc on voudrait partager l'accès à la solution à ses clients, mais qu'ils ne voient juste que les épisodes qui leur sont propres. Quand on est dans un studio comme, Orso Media, par exemple, qui va travailler avec plusieurs podcasts, c'est bien d'avoir, du coup, plusieurs personnes qui travaillent sur ces podcasts et donc des accès différents aussi, mais un accès toujours au même compte. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues, qui sont dans la roadmap. Il y en a plein d'autres encore dans la roadmap, mais j'ai beaucoup moins de temps, de les développer aujourd'hui. OK et par contre, donc là, on parle podcast, mais en fait, quand tu regardes la somme des fonctionnalités, quelqu'un qui ferait, je sais pas moi, un tuto produit, par exemple, pendant, 15 minutes, pour présenter son produit, 10 minutes, on pourrait tout à fait envisager, d'utiliser ce type de solution ou pas du tout? Ou c'est pas adapté, Ouais, carrément, carrément, parce que ça marche aussi. Alors plus maintenant, mais ça va revenir, c'est jusque là, c'est en pause, mais ça marche aussi avec des vidéos. Donc si tu te filmes et que tu mets, une vidéo ou un lien YouTube, de tuto ou autre, bah, forcément ça fonctionne aussi. C'est juste que les réponses sont orientées podcast. Donc il se peut que dans les réponses, ça soit écrit comme ici, tu vois? Dans cet épisode, le podcast explore et compare les 2 modèles oui. avancés d'IA. Pourquoi? Parce que moi, j'ai orienté tous mes prompts. Tu parlais de qu'est-ce qu'il y a derrière sous le capot, donc il y a des outils de speech to text que je garde secret parce que c'est ma petite sauce secrète, le speech to text, pour avoir des résultats, qui marchent bien. Après, tu as forcément du OpenAI avec ChatGPT qui va me créer, certains contenus et de Anthropic aussi, plus pour les contenus rédactionnels type, blog ou post LinkedIn. J'ai des assistants OpenAI qui sont autres que juste les prompts. Mais les assistants, comme on le voyait dernièrement à l'écran, là où je peux chatter avec l'épisode et donc dire voilà de quoi parle l'épisode, comme ici, dis-moi en plus sur Grok 3, etc. Donc là, ça sera vraiment un assistant qui va me permettre d'aller chercher de l'info supplémentaire par rapport à ce qui est dit dans l'épisode. Là, quand on a les choses ici, c'est juste qu'il cite les sources. Bon, elles ne sont pas cliquables, mais en fait, il va chercher les sources dans l'épisode et sur Internet en même temps. OK. Ouais, en fait, c'est un mélange, à la fois, d'automatisation et Mmh. également, d'outils d'IA, sur du prompting, mais également des agents IA que tu as pu mettre, et que tu as pu, directement, connecter, à ton application. C'est ça. Super. Ouais, donc là, on voit l'article de blog, typiquement, Donc avec, voilà la structure d'un article bien de blog, hein, le structuré. titre principal, la description, des titres moins importants, donc du H2, du H3, des paragraphes, des listes à puces, parfois même des liens qui sont mis à la fin, des CTA quoi, donc parfois il les met, parfois non. Ici, il les a pas mis, mais tu vois que ça permet de gagner du temps déjà sur une idée d'article de blog, pareil pour la newsletter et tu as pas mal de choses qui sont faites comme ça de manière automatisée. Super. Eh bien, écoute, merci, Michael. Un outil, assez complet et puis, alors, justement, avec, tu disais que tu avais un petit peu moins de temps, mais sur ton temps de développement, combien de temps tu as mis pour développer une application de cette nature? Parce que, tu es Alors seul. aujourd'hui, j'irai beaucoup plus vite parce que je sais où aller. À l'époque, je cherchais encore les outils de speech to text. OpenAI, je connaissais à peine, je comprenais pas trop le fonctionnement de l'API. Maintenant, je le connais mieux, ce fonctionnement. Et en plus, il y avait des limitations liées aux tailles. Par exemple, une transcription d'un épisode de 3 heures de génération do it yourself, ça passait pas. C'était trop gros. Donc, il a fallu que je découpe. Donc, on appelle ça les morceaux d'audio, des chunks. Je découpais l'audio pour avoir des transcriptions, donc des morceaux de transcription
que je faisais chevaucher entre elles et après j'allais résumer chaque morceau pour en tirer un résumé, global. Donc c'était, du bidouillage finalement. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir faire ce genre de choses-là à cause des limitations, en nombre de tokens et en nombre de durées d'audio pour les transcriptions. Et les contextes window de OpenAI au départ étaient très petites et donc, je pouvais pas passer beaucoup de texte à l'intérieur parce que ça prend en compte aussi le prompt et forcément ça prend de la place. Aujourd'hui ça va, c'est quasiment, carte blanche, on fait ce qu'on veut. Des gros fichiers passent dans OpenAI, des gros audios passent dans les outils de speech to text. Donc aujourd'hui, c'est le problème principal qui a été réglé, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire ça. Et en gros, ça m'a pris 1 mois pour faire la V1 potable, on va dire, du site, testable, en bêta fermée. Et je l'ai laissé tourner tout l'été de 2023 pour avoir des retours. Et j'ai lancé ma V1 qui marchait vraiment en septembre 2023 Super. avec système de paiement. Super. Juste donc, merci pour la présentation. Tes clients aujourd'hui, ce sont des podcasteurs, mais enfin, je vois pulluler moi aujourd'hui également des studios de podcast. Mmh. Tout le monde va faire du podcast. Est-ce que donc tes clients, ce sont ces studios, les podcasteurs directement, des end-users qui pourraient... Il y a 3 typologies de clients. Il y a des podcasteurs, pros ou amateurs qui ont Ouais. un seul épisode de podcast par semaine et un seul podcast à gérer et qui viennent gagner du temps dans l'applicatif. Il y a les podcast managers qui, eux, font le job de gérer les podcasts d'autres clients, justement, de faire de la transcription, de faire de la prise de notes, de la communication sur le réseau et cetera. Donc se servent de l'outil pour aller plus vite. Et il y a des studios qui, eux, vont gérer plusieurs podcasts à l'intérieur de Scribecast et ils ont quelqu'un en interne qui s'occupe, un assistant post-prod, qui s'occupe en interne dans le studio de faire le contenu avec l'application Scribecast. Super. Et aujourd'hui, ton application, en termes de tarifs, parce que c'est pas énorme finalement, et puis je trouve que c'est super avec la valeur qu'il y a derrière. Alors attends, je te remets Ouais. directement. Alors on est sur un plan solo, tu vois, à moins de 13 € par mois si on prend le plan annuel, sinon c'est 15 €, on va dire, donc 15, 30 et 80. En gros, à chaque fois, tu as toujours la même chose, donc tu as accès à tous les contenus qu'on a vus tout à l'heure en démo et il y a juste la partie, quota qui change. Donc tu as 4 heures pour le premier plan, 10 heures d'audio pour le deuxième et 33 heures d'audio pour le troisième, avec des crédits IA aussi qui changent, 50, 100 et 200, qui permettent de générer plus ou moins de contenu. Ce qui va arriver par la suite, tu le vois, c'est ici, je l'avais dit, gestion des invités, gestion des icebreakers, donc créer aussi des invitations personnalisées pour inviter des gens dans ton podcast. Et le dernier ici, c'est l'assistant chat IA et gestion des collaborateurs sur le plan team. Mais c'est vrai que c'est très abordable et très vite amorti une fois que tu as mis la main dedans. Tu gagnes tellement de temps que tu n'hésites pas à y aller. Ah non, mais c'est sans commune mesure avec le temps qu'on pourrait passer. En tout cas, pour l'avoir expérimenté et l'expérimenter régulièrement, la valeur, pour moi, elle est largement démontrée. Merci Michael pour cette présentation de Scriptcast. Bravo aussi d'avoir développé cette initiative et quelque part seul aussi, c'est super. En tout cas, ça démontre qu'aujourd'hui, en maîtrisant des outils de no-code et en maîtrisant les outils d'IA, bien en fait, on est capable de développer des applications qui sont en plus scalables, puisque ta solution, effectivement, pourrait être déployée. On pourra en parler dans le prochain épisode, justement, sur les frontières entre le no-code et puis le développement en dur quand on est sur des applications. Mais là, en tout cas, on a une démonstration d'une application très concrète qui est aujourd'hui opérationnelle et que tout à chacun pourrait aller tester. Et je ne sais pas si, d'ailleurs, auprès de nos auditeurs, quand on enverra à l'ensemble de nos auditeurs, il y aura peut-être soit une période d'essai, soit un petit code, on en rediscutera ensemble. Mais tous ceux qui se posent la question, eh bien, clairement, aujourd'hui, Scriptcast, et encore une fois, moi, je peux apporter notre témoignage, on en est super satisfait. Et bravo pour le travail aussi de prompting, parce que c'est super, super propre, que ce soit les résumés, les articles SEO qui sont super bien structurés, ou encore les posts LinkedIn. Effectivement, on gagne un temps fou. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces compliments et surtout que tu es utilisateur toi-même, donc c'est pas du vent ce que tu dis, c'est pas pour brosser ton invité, mais vraiment, ouais, je vois que tu l'utilises la solution quand tu as un problème, tu viens m'en parler sur le support. C'est ça aussi qui plaît aux utilisateurs, c'est le support que je peux apporter. Le fait d'être français, d'être sur le même créneau horaire, ça apporte beaucoup par rapport aux solutions concurrentielles, on va dire.
Absolument, bah, c'est ce qu'on essaye de faire là, en tout cas à travers le podcast. On en a, Mmh. interviewé certaines et c'est vrai pour avoir, par exemple, on a interviewé, Sésame, hein, qui fait de l'image et de la vidéo. Je ne sais pas si tu connais, Sésame? Franchement, super solution et en fait, j'ai essayé moi-même tu vois, de tester, de comparer, par rapport à d'autres solutions du marché et j'ai trouvé leur travail super propre et je trouve que parfois, effectivement, on s'oriente vers ces grandes solutions alors que parfois il existe des solutions, je dirais peut-être moins reconnues, Mmh. heu, peut-être moins, développé sur, toutes les fonctionnalités, mais en termes de précision et de résultats, d'output, je trouve que c'est beaucoup plus, pertinent. En tout cas, bravo, Michaël, merci et puis, bien, écoute, plein de belles choses à Scriptcast et puis nous, on continue d'utiliser ta solution. Ah, merci beaucoup, à bientôt. Salut.